Bonjour à toutes et tous après ce petite interruption pour cette journée échange qui se veut justement dans l'échange être interactive, même si la virtualité exige une virtuosité pour que cette interactivité persiste. Donc je vous engage à poser toutes les questions qui seront relayées et qui permettront, j'en suis sûr, de trouver réponse auprès de nos orateurs qui sont pour la majorité d'entre eux en distanciel et pour certains dans le studio d'enregistrement. Nous commençons cette session avec les pathologies et les pathologies hépatologiques, puisque on a la joie d'accueillir le professeur Xavier Stéphane, qui de Belgique va nous enseigner sur les pièges d'interprétation du bilan hépatique qui parfois est prescrit un petit peu à tort et parfois est du coup mal interprété. Alors, incidentalome ou vraie pathologie, c'est ce qu'on va découvrir en écoutant Xavier Stéphane. Merci de me donner l'occasion de vous présenter différents cas cliniques avec interprétation des biologies hépatiques. Donc, lors de cet exposé, on va pouvoir revoir toute une série de situations où, avec vraiment une bonne réflexion, on peut arriver à limiter les examens complémentaires que l'on demande et on arrive parfois assez rapidement à un diagnostic. On va donc essayer d'évaluer tous ces pièges d'interprétation. Le but, c'est que cette présentation soit interactive. Alors évidemment, à distance, c'est peut-être parfois plus compliqué, quoique je vous encourage à utiliser au maximum le chat pour essayer de rendre ce cours interactif. Alors le premier cas, c'est le cas d'un enfant de 12 ans, un enfant qui est infirme moteur cérébral, grabataire, et vous avez 2 prises de sang entre janvier 2019 et juin 2019, et sur ces 2 prises de sang, la seule différence, c'est une augmentation des gamma-GT à la prise de sang réalisée 6 mois plus tard. À votre avis, quel est l'événement qui s'est passé entre les 2 prises de sang chez cet enfant suivi en neuropédiatrie? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, donner des réponses sur le chat. Et on voit donc que la différence, c'est l'instauration d'un traitement épileptique par phénitoïne entre les deux, avec une induction microsomiale et donc une augmentation des gamma-GT. Donc sur une bonne anamnèse, on trouve la solution et on n'a donc pas besoin de faire d'examen complémentaire chez Pierre. Voici donc la deuxième vignette clinique. Une petite fille de 2 ans qui est ictérique, c'est flagrant à l'examen clinique. Et d'ailleurs, à sa prise de sang, on voit une bilirubine totale à 8 pour une bilirubine directe à 7,5. Et je vous demande un complément d'anamnèse pour cet enfant qui va en fait vous donner, par ce complément d'anamnèse, le diagnostic final de cette petite fille. À nouveau, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et ce complément d'anamnèse, c'est est-ce que Chloé se gratte? Est-ce qu'elle a un prurite? Et la réponse, c'est oui, évidemment. Et pourquoi est-ce qu'il fallait y penser? Parce qu'on se retrouve avec une cholestase à gamma-GT normale. Les cholestases à gamma-GT normale, on connaît bien ces histoires cliniques
de progressive familiale intrahépatique cholestasis type 1 ou type 2, où il y a un défaut d'excrétion des sels biliaires dans la bile. Passons maintenant à la diapositive suivante. C'est une image que j'ai trouvée sur le net de ce petit Paul qui a 4 ans. Paul est en bonne santé et lors d'une prise de sang de routine, dirais-je, on tombe sur des phosphatases alcalines qui sont augmentées alors que les enzymes hépatiques GOT, gamma-GT sont strictement normales, de même que sa bilirubine. Que faut-il en faire? Et est-ce qu'on a quelque chose à en faire? Et donc la réponse, c'est qu'il ne faut rien en faire. On a un enfant qui est en croissance, et donc ces phosphatases alcalines ne sont pas purement hépatiques, elles sont aussi potentiellement osseuses, et il n'aurait pas fallu le cocher, en fait, tout simplement. Alors ça, c'est une histoire que j'aime bien. C'est l'histoire de Samuel Hu, qui a 15 ans, et je vous demande quelle est la différence? Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 prises de sang chez Samuel, ce jeune homme dynamique et qui semble jouer à l'Olympique de Lyon, vraisemblablement à l'époque où il avait 15 ans. On a donc sur la première biologie une augmentation des transaminases, les GOT, les GPT. On a des gamma-GT et une bilirubine qui est strictement normale. La différence, c'est qu'il avait joué au foot avant la première prise de sang, tandis qu'il n'avait pas joué au foot avant la deuxième. Et donc, en fait, c'est une fausse augmentation des transaminases. On a donc dosé les CK, les enzymes musculaires, et on voit que ces CK sont fortement augmentés. On aurait pu aussi avoir la puce à l'oreille avec des GOT qui sont plus élevés que les GPT. Et donc, le fait de parfois faire du sport va vous donner une augmentation des transaminases. Alors, c'est une façon aussi de dépister certaines myopathies, des myopathies de Duchenne. On pense que le patient a une hépatite, vous dosez les CK et vous tombez sur des CK à 4-5 000 et vous faites un diagnostic de myopathie. Passons à l'histoire clinique suivante, qui est l'histoire de Louise. Louise qui a 10 ans et on trouve une prise de sang en juin 2019 avec des transaminases élevées, 135-176. Vous la revoyez 1 mois plus tard pour suivi d'évolution. Il y a toujours une perturbation des transaminases. Vous aviez également fait une électrophorèse des protéines, qui est un examen qu'on aime beaucoup en hépatologie pédiatrique, et vous avez une augmentation du nombre total de protéines, et en particulier des gamma-globulines. Et donc je vous demande de poser le diagnostic chez Louise, âgée de 10 ans. Le diagnostic est donc une hépatite chronique avec hypergammaglobulinémie. C'est une hépatite auto-immune et vous le confirmez en réalisant les auto-anticorps fan muscle lisse qui sont ici positifs, et donc on est face à une hépatite auto-immune de type 1. Les autres anticorps que l'on pourrait doser, ce sont les LKM, les ANCA, parfois les ASCA également. Vous pourriez imaginer des anticorps anti-cytosol, beaucoup plus rares, ou solubles liver antigen, et c'est là également beaucoup plus rare.
Voici la même petite Louise, âgée de 10 ans. Elle a la même perturbation des transaminases. Vous faites également une électrophorèse des protéines. Et là, les protéines sériques totales ne sont pas augmentées, mais par contre, les alpha-1 globulines sont basses. Quel est votre diagnostic? Le diagnostic est donc un déficit en alpha-1 antitrypsine. On a des alpha-1 globulines qui sont basses, et on a donc un taux d'alpha-antitrypsine qui est trop bas, et on confirme que c'est un déficit en alpha-antitrypsine de phénotype ZZ. L'alpha-antitrypsine peut se présenter sous forme d'un ictère néonatal cholestatique, peut également se présenter par une découverte fortuite de perturbation des transaminases, peut se découvrir également dans des situations de cirrhose compensée. Voici le cas clinique suivant, le petit Oscar qui a 8 semaines, qui est ictérique, qui a des selles décolorées, et lorsque je le vois en milieu hospitalier le 1er juin 2019, j'ai une perturbation des transaminases et majeure des gamma-GT, j'ai un ictère cholestatique et j'ai un temps de prothrombine qui est augmenté, tandis que son facteur 5 pour évaluer sa fonction hépatique est normal. Le 2 juin, je refais une prise de sang parce que je voulais contrôler ce temps de prothrombine, mais j'ai effectué un traitement, un geste thérapeutique le 1er juin. Quel est-il ? Et donc, le 1er juin, je lui ai administré de la vitamine K, parce que donc, suite à sa cholestase, il y a une malabsorption de la vitamine K, et je l'ai administré soit par voie intramusculaire ou par voie intraveineuse, et j'ai corrigé son temps de prothrombine, car la vitamine K est évidemment le cofacteur de nombreux facteurs de la cascade de coagulation. C'est essentiel de faire cela. On a tous en tête des patients chez qui on a fait un diagnostic d'atrésie des voies biliaires sur hémorragie cérébrale, un ictère qui est passé inaperçu, une carence en vitamine K et un risque hémorragique accru. Sur cette dia, je remontre également ces échelles de selles pour éduquer les parents à reconnaître des selles qui pourraient être décolorées. Voici le cas clinique suivant, qui est l'histoire de Samia, une petite fille de 6 ans qui n'a pas d'antécédents particuliers et qui, après un épisode de gastroentérite aiguë, a présenté un ictère cholestatique. Voici sa prise de sang. Elle a un ictère, en effet, on confirme une bilirubine totale à 4,2, une bilirubine directe à 3,7. Les transaminases sont augmentées, les gamma-GT sont normales. Vous avez le droit de faire un seul examen de laboratoire pour poser le diagnostic chez Samia. Que choisissez-vous ? Eh bien, Samia a une hépatite A aiguë. Vous dosez les IgM du virus de l'hépatite A, IgM HAV, ils sont positifs, elle n'a pas encore d'IgG, et elle a donc bien une hépatite A aiguë. La plupart de ces hépatites A aiguës vont évoluer correctement, mais n'oubliez pas de vacciner également l'entourage pour éviter une propagation du virus.
Tant qu'on est dans les hépatites virales, passons au cas clinique suivant, qui est l'histoire de Lou. Lou qui a 6 mois, et sa maman a une hépatite virale, une hépatite C. Voici la prise de sang de Lou que vous avez réalisée à l'âge de 6 mois. Elle a des transaminases normales, des gamma-GT normales, mais elle a des anticorps HCV qui sont positifs. Je vais donc de nouveau vous demander un examen de laboratoire, un seul, pour déterminer si Lou a oui ou non une hépatite C. Je vous laisse le temps de réfléchir à la situation. Et donc ce que l'on peut faire pour savoir si Lou a une transmission fœto-maternelle du virus de l'hépatite C, on peut doser le virus en PCR. On aurait pu également attendre l'âge d'1 an et demi, que les anticorps transmis pendant la grossesse disparaissent, parce qu'il est possible que ces anticorps anti-HCV sont donc bien ceux de la maman, et donc on peut attendre l'âge d'1 an et demi pour refaire cette prise de sang et redoser les anticorps HCV qui ici vont se normaliser chez cette petite fille. Terminons les hépatites virales. Après la A, la C, voici la B. C'est l'histoire d'Ali. Ali, il a 13 ans. Donc c'est un jeune adolescent. Et voici sa prise de sang. Sa prise de sang montre des enzymes hépatiques normales. Et si on s'attarde sur sa sérologie de l'hépatite B, on voit que l'antigène HBS est positif, sans anticorps HBS. Par contre, l'antigène HBE est négatif, avec des anticorps HBE, et des anticorps HBC sont également positifs. Je vous demande quelle est la situation d'Ali. Est-ce qu'il est guéri de l'hépatite B? Est-ce qu'il a été vacciné? Est-ce qu'il est porteur sain? Est-ce qu'il est immunotolérant? Parce que ces enzymes sont normales. On a donc un antigène HBE négatif, un antigène HBS positif, des anticorps HBC, des anticorps HBE, mais pas d'anticorps HBS. On est donc dans cette situation-ci, qui est la situation du porteur sain, c'est-à-dire que le patient a rencontré le virus de l'hépatite C, il a donc des anticorps HBC, il a eu, sans doute souvent au moment de l'adolescence, une activité avec une augmentation des transaminases, une activité inflammatoire, et cette activité inflammatoire l'a fait quitter de son statut d'immunotolérant, lui a permis de faire une séroconversion HBE avec une disparition de l'antigène HBE, l'apparition d'anticorps anti-HBE, mais par contre pas encore de séroconversion HBS. C'est le premier pas vers la guérison. Voici le cas clinique suivant, qui est l'histoire d'Antoine. Antoine a 14 ans, il est à jeun depuis plusieurs heures, et voici sa prise de sang. Sa prise de sang montre des transaminases normales, des gamma-GT normales, et il a un léger ictère que vous voyez cliniquement au niveau des yeux, un ictère conjonctival, avec une bilirubine totale à 3,6. Par contre, une bilirubine directe, normale. Je vous demande de faire le diagnostic sans aucun autre examen complémentaire. De quoi souffre, entre guillemets, Antoine?
Antoine a donc un syndrome de Gilbert, maladie de Gilbert, donc c'est un défaut de conjugaison de la bilirubine qui va s'exprimer plus lors des périodes de stress, de jeûne, mais ce n'est pas une maladie en soi. Avoir un peu de bilirubine non conjuguée serait peut-être même un avantage, car cette bilirubine non conjuguée a un pouvoir antioxydant et pourrait partiellement protéger contre les maladies cardiovasculaires, voire les cancers, par ce pouvoir antioxydant. Passons à la vignette suivante. C'est l'histoire d'Ismaël. Ismaël a 2 ans et demi. Il a une petite perturbation des transaminases, des GOT à 61, des GPT à 73. Les gamma-GT sont normales, la bilirubine est normale également, il n'y a pas d'ictère. Et vous retracez ces courbes de croissance et vous êtes frappé par une cassure de la courbe pondérale. Et je vous demande donc de poser le diagnostic et de choisir ce que vous allez faire comme examen complémentaire pour confirmer votre diagnostic. Eh bien, Ismaël, il a une maladie cœliaque. Il a cette cassure de la courbe de poids. Et c'est l'occasion de rappeler que dans la maladie cœliaque, vous pouvez avoir une perturbation des transaminases. Pour confirmer notre diagnostic, on a donc fait des IgA antitransglutaminase qui sont nettement positives. Il n'y a pas de déficit en IgA total. Environ 20% de la population aurait un déficit en IgA, et donc là vous avez des difficultés à poser votre diagnostic de maladie cœliaque par les IgA transglutaminase. Et il a bien la condition nécessaire, mais pas suffisante, que pour devenir cœliaque, il a un typage HLA DQ2, DQ8 qui est positif. Voici maintenant l'histoire de Cécile. Cécile, elle a une atrésie des voies biliaires. Elle est en fin de course, son Kasai n'a pas fonctionné, elle a donc une cirrhose biliaire, elle va devoir être transplantée. Vous voyez, elle a une bilirubine à 18, elle a un taux de prothrombine à 38, et elle a un facteur 5 qui est abaissé. Par contre, vous lui avez fait une technique d'évaluation de l'hémostase qu'on appelle le thromboélastogramme, et ce thromboélastogramme est dans la norme. Est-ce que ce patient est à risque hémorragique? Je vous laisse répondre, oui, non, peut-être. Et la réponse que moi j'ai donnée, c'est ce n'est pas si simple. Ce patient est sans doute évidemment à risque hémorragique, mais on sait que les facteurs majeurs du risque hémorragique, ce sont principalement le niveau d'hypertension portale, donc c'est la taille des varices, le grade des varices, la présence de red spot. Et dans la cirrhose, il y a un état rebalancé de la cirrhose où vous avez une diminution tant des facteurs procoagulants que des facteurs anticoagulants. Et donc il n'est pas toujours facile sur une prise de sang d'évaluer le risque hémorragique du patient. Voici ce que je te disais. Donc vous avez l'hémostase primaire, secondaire, tertiaire, la fibrinolyse. Et dans chaque étape, il y a un état rebalancé de la cirrhose. Cet équilibre, il est beaucoup plus fragile et fait que à tout moment, vous pouvez basculer vers un risque hémorragique, voire parfois vers un risque thrombogène. C'est quelque chose que nous avions étudié en détail dans notre service, et on avait bien montré que
le grade des varices, la présence de ces red spots sont des éléments essentiels pour évaluer le risque hémorragique, mais aussi que des concentrations basses de fibrinogènes seraient un facteur supplémentaire à développer une hémorragie digestive. Et je voudrais donc terminer cette présentation par l'histoire de Nathan. Nathan est suivi en neuropédiatrie pour des troubles de la concentration et il a eu une prise de sang. Dans cette prise de sang, il y a une petite perturbation des transaminases avec des GABA GT normales, une bilirubine normale et un cuivre qui est bas. Que soupçonnez-vous comme maladie chez Nathan et que réalisez-vous comme examen complémentaire pour le confirmer? Eh bien, on suspecte une maladie de Wilson, même si votre cuivre était bas, et c'est ça le piège. Le cuivre total est peut-être abaissé, mais par contre, le cuivre libre, le cuivre échangeable, c'est-à-dire qui n'est pas lié à la céruloplasmine, est par contre augmenté, et on le voit bien ici sur le schéma du haut, parce que sa céruloplasmine, elle est basse. Et donc, ce patient, Nathan, a une maladie de Wilson qu'on a dépistée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ces vignettes cliniques vous ont intéressé et vous aideront dans votre vie de tous les jours à interpréter les biologies et les biologies hépatiques. Merci beaucoup. Merci Xavier, c'était extrêmement instructif et contrairement à ce que tu pourrais croire, beaucoup de nos collègues et confrères ont joué. Alors, contrairement à une DPC ce matin où le taux de bonne réponse était de 48%, là, il y a eu quasiment des bonnes réponses à chaque fois. Donc, je suis à la fois serein pour les enfants et leur prise en charge en hépatologie et un petit peu moins serein sur les questions qu'ils vont te poser en plus, en sachant que tu nous fais l'honneur d'être là de Belgique. Alors, s'il y a une toute petite, mais j'aime bien moi ces questions complètement basiques, il y en a qui se perdent un peu sur les SGOT, SGPT, ASAT, ALAT et celles qui sont plutôt musculaires et celles qui sont plutôt hépatiques. Est-ce qu'au niveau de la terminologie, pour ceux qui sont un petit peu fragiles avec ces acronymes, tu pourrais nous mettre l'esprit clair là-dessus? Oui, bien sûr. Hein. Donc, on m'avait transmis le chat pendant la présentation et il est vrai que les GPT sont quand même plus spécifiques du foie que les GOT, mais ce n'est pas 100%, bien sûr. Mais c'est tout à fait vrai. Et donc, dans le cas clinique de ce joueur de foot qui a marqué un très beau but de la tête, d'ailleurs, et je ne m'en remets pas tout à fait, les GOT ou bien AST étaient plus élevés que les GPT ou ALT. Voilà, j'espère que c'est clair. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions, à part les félicitations, puisque tu as complètement maintenu le suspense vis-à-vis de nos collègues. Tu as été tellement didactique que donc il n'y a pas de questions supplémentaires qui te sont proposées. En tout cas, merci de t'être connecté et mis à disposition si besoin. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée et ça va nous permettre de respecter le timing, poursuivre sur la communication suivante. Merci encore Xavier.